Bonjour Eric Antoine. Bonjour Philippe, comment allez-vous, cher Je vais ami? très bien, j'allais vous poser la même question. Magicien, heureux d'être avec vous. Pareil, animateur télé, vous êtes juré dans La France, un incroyable talent, c'est sur M6. Également présentateur sur cette chaîne d'une émission qui cartonne, d'où la deuxième saison en ce moment, Lego Master. Pour t'actus, c'est ce nouveau spectacle, grandit un peu, c'est aux Folies Bergères jusqu'au 16 janvier, c'est pas facile de parler avec des masques. Et puis ensuite en tournée, spectacle de magie, mais pas seulement. Mais il faut pas mettre le masque dans la bouche, Philippe, hein. Faut le laisser à l'extérieur, c'est ça le problème. La preuve, là où ils sont pas avec vous, vous avez trois co-auteurs dont Jérémy Ferrari. Oui, C'est enfin presque... deux co-auteurs, on est trois en tout. Vous êtes trois co-auteurs, dont Jérémy Ferrari. Il faut pas mettre des bouchons dans les oreilles. C'est presque c'est presque du stand-up, parce que vous racontez en même temps. C'était quoi l'idée de départ de ce spectacle? Quand j'ai décidé, quand on a décidé de collaborer avec Jérémy, c'était quand même aussi de pousser l'écriture et de pousser l'humour et d'avoir des vraies parties stand-up. Parce que moi, j'ai une écriture qui est aussi beaucoup une écriture d'improvisation, beaucoup une écriture d'interactivité avec les gens, et c'était d'appuyer aussi le propos et de tirer les fils comiques et d'avoir une construction encore plus humoristique que je n'ai d'habitude. Et de l'autre côté, Sébastien Clerc, qui est mon co-auteur depuis quelques années, c'était quand même de pousser la magie dans ses retranchements, d'explorer des nouveaux territoires magiques, le mélange du ciné-théâtre et de l'hologramme par exemple, d'autres matériaux, quoi. Voilà. Grandis un peu, pourquoi ce titre? En fait, c'est évidemment cette interjection que les parents disent aux enfants qui est parfois insupportable, voilà. Surtout pour vous. Voilà, qu'on a dit. Et puis ce double sens grandit un peu. Moi, je suis dans la crise de la quarantaine, c'est-à-dire c'est quand même la crise d'adolescence avec une carte bleue. Et j'ai l'impression de grandir un peu intérieurement. Vous avez quel âge? J'ai l'impression 45. J'ai l'impression qu'il se passe des petits trucs à l'intérieur qui me font grandir. Donc je trouvais ce double sens sympa. Et votre taille, on va le dire, parce que vous racontez votre enfance quand vous étiez petit, votre taille. Alors, quand j'étais petit, j'étais déjà grand. Hein. Même petit, j'étais plus grand que vous, hein, il y a longtemps. Mais... Il y a eu beaucoup de gens qui étaient plus grands que moi quand j'étais petit. J'ai lu, à l'âge de 10 ans, vous étiez déjà plus grand que les profs. Oui, c'est ça. En gros, en fait, j'ai eu une vraie crise de croissance à 13 ans. À 13 ans, j'ai pris 20 cm. Donc, c'est vrai, maintenant, je fais 2,1 m. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur scène? Un mélange de genres. J'ai essayé de faire un spectacle très généreux, c'est-à-dire ça commence sur un numéro d'escapologie, la herse de la mort, donc l'escapologie, l'art de l'évasion, à ne pas confondre avec l'eschatologie, l'art de se sortir de la merde, à savoir la vie. Ça part ensuite dans quelque chose de complètement, je dirais, burlesque, un numéro sur Superman et Supermature. Après, ça va avec il y a un enfant et une machine à laver, je ne vous dis que ça. Après, il y a un numéro sur la politique, sur le vote, sur les élections, qui est pour le coup une vraie collaboration avec Jérémy. Et puis, ça finit avec peut-être plus de poésie, avec un nounours qui perd ses plumes, et puis justement du ciné-théâtre et de l'hologramme. Alors, j'ai eu la chance de voir une captation du spectacle. Vous parlez de ce tour, l'escapologie, la herse de la mort. Alors, vous décrivez le tour qui va arriver. Déjà, vous vous moquez des magiciens. Parce que vous dites, allez-y, musique premier degré, lumière premier degré, matériel premier degré. Oui, et pas d'assistante, parce que ma femme était un peu trop premier degré. Alors, vous êtes sur une planche. Au-dessus, il y a des pics en acier qui vont tomber et qui pourraient percer une planche de 30 cm. Et vous êtes là et il faut pouvoir vous échapper. J'ai 15 secondes pour m'échapper. Voilà. Exactement. Et alors, vous dites, je vais me retrouver dans cette boîte. Et là, je cite Eric Antoine, il dit, pour être certain qu'il n'y a aucun trucage. Et puis il dit, mais non, il n'y a aucun trucage, c'est de la magie. Et là, je me dis, vous vous moquez de vos confrères. Oui, oui, parce que la magie, c'est quand même des types et des nanas qui disent, regardez ce que je sais faire des trucs que vous savez pas faire, et qui crânent, quoi. Qui disent, oh, c'est dingue ce que je sais faire que vous savez pas faire. Et oui, moi, mais sauf que c'est vrai. C'est vrai et faux, parce que vous, Philippe, en radio, il y a tout un tas de choses que vous savez faire que je ne sais pas faire. Un médecin fait faire des tas de choses. En fait, on sait tous faire des choses que les autres ne savent pas faire. Et sauf que le magicien se la pète. Et je trouve que le fait de se mettre sur un piédestal comme ça et de mettre les autres en dessous, c'est le moyen de s'éloigner des gens. Et donc, il faut être le grand couillon pour mettre tout le monde à égalité. Si moi, le grand couillon, je suis capable de faire des trucs comme ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et c'est ça qui me rend joyeux. Je rebondis sur ce mot grand couillon. Quand vous avez commencé dans la magie, les magiciens vous expliquaient que l'humour cassait la magie, qu'il fallait surtout pas faire rire. Et oui, parce que dans la magie, il y a un prestige, c'est-à-dire il faut amener cette notion d'époustouflant, de surprise, et ça demande du sérieux. Attention, tout ceci est impossible. Là, les éléments que vous avez sur scène sont absolument impeccables. C'est impossible. Et puis l'humour, c'est l'inverse. L'humour, c'est détendre les gens. Chaque phrase, chaque rire, c'est une expression. Le souffle te détend. Donc il y a quelque chose d'antinomique entre les deux écritures. Bien compris. Mais alors pourquoi vous êtes allé là, qui était si difficile?
Parce que justement c'était intéressant, parce que c'était difficile, parce que personne n'avait fait. Je vais poser la question différemment. Vous préférez faire rire plutôt qu'être encore plus époustouflant? En fait, je trouve les deux sont des ruptures de rythme. J'ai pas envie de choisir. J'ai envie vraiment, le rire, c'est une rupture de rythme, c'est une phrase dont tu n'attends pas la fin. Et la magie, c'est une rupture de rythme de la réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, les lois de la physique ne sont pas celles qu'elles devraient être. Et je trouve que c'est deux ruptures de rythme qui peuvent fonctionner ensemble. Ouais. Vous n'avez jamais été petit, mais vous avez été jeune, Éric Antoine. Dans un instant, c'est Lisa Marie Marquez qui va dresser votre portrait, le portrait pré-fame de vous. C'est dans moins d'une minute. À tout de suite. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du magicien et humoriste Éric Antoine. On parle de son spectacle Grandis un peu. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Éric Antoine. Bonjour Lisa Marie. Vous êtes le magicien le plus connu de France, en univers à vous tout seul. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Éric Antoine, vous avez grandi à Enghien-les-Bains durant une partie de votre enfance, une vie plutôt douce à quelques kilomètres de Paris. Vous allez à l'école à pied, vous pratiquez l'aviron et à l'âge de 7 ans, vous découvrez la magie. C'est à l'occasion de l'anniversaire de votre maman qu'un magicien vient faire l'animation, sauf qu'il est venu pour les adultes. Ça se passe le soir et on vous a forcé à aller vous coucher avec votre frère, mais vous ne l'entendez pas de cette oreille. Pas question de rester dans votre chambre. Vous vous cachez sous la table pour assister au spectacle et vous êtes subjugué par ce magicien. Vous adorez ses tours, bien sûr, et aussi le fait qu'il réunisse tout le monde autour de lui, qu'il fasse rire et qu'il capte l'attention. Oui, absolument. En fait, j'avais une famille qui était un peu en guerre de religion. C'est-à-dire la moitié, c'était les cathos, l'autre moitié des protestants. La moitié venait d'un milieu très populaire, agriculteur, ouvrier, l'autre moitié, docteur, ingénieur et tout. Et donc, les repas de famille, c'était des catastrophes. C'était les nuits de la Saint-Barthélemy bis. C'était d'une violence. Il n'y avait aucune idée politique commune, aucune idée sociale commune. Et ce type, en venant ce jour-là, je trouve que ce qui était le plus magique, alors je le réfléchis aujourd'hui comme ça, évidemment, à 7 ans, j'avais pas cette réflexion, mais ce type a réuni les gens autour de la surprise, justement, de ces ruptures de rythme de la réalité. Et je trouvais ça absolument étonnant. Vous vous mettez donc à la magie. Le premier tour que vous apprenez, c'est celui du pouce où vous enfoncez des aiguilles. Il y a aussi votre maman. Je le connais même pas. C'est quoi ce tour? C'est un truc avec une patate. Avec et tu mets une pomme de terre, une pomme de terre. Tu mets ton pouce sous un torchon. Et en fait, au moment où tu glisses ton pouce sous le torchon, tu glisses un morceau de patate qui ressemble à ton pouce sous le torchon. Et tu mets des aiguilles dedans. Donc c'est un truc de fakir et tout. Ouais. Il y a aussi votre maman qui aime vous faire un tour, celui de l'allumette qu'elle coupe en deux. Elle la glisse dans une serviette et quand elle déplie la serviette, l'allumette est entière, magique. Oui, c'est une espèce de résurrection. Je trouve ça assez beau. C'est un voyage dans le temps aussi, puisque tu donnes au spectateur une serviette avec dedans l'allumette, le spectateur casse l'allumette en plusieurs morceaux et tu ouvres la serviette et l'allumette est reconstituée. Et en fait, le trucage, c'est que dans la doublure de la serviette, tu mets une deuxième allumette et c'est celle-là que le spectateur casse. Mais je trouve cette illusion très intéressante parce qu'elle raconte quelque chose de l'ordre du passage du temps, de la résurrection. C'est quand même un tour biblique, quoi. Donc j'aime bien ça. Pas du tout magique. En revanche, lorsque vous décidez de quitter la maison à l'âge de 8 ans pour suivre la jeune fille au père qui arrive à la fin de son contrat, vous refusez son départ et quand vous la prenez, vous montez dans votre chambre, vous préparez un baluchon avec une brosse à dents et votre doudou quand même, et là vous êtes prêt à fuguer. Ouais, et mes bretelles. Et des bretelles. Bretelles, doudou, brosse à dents. Et j'étais parti pour suivre. Les essentiels. Ouais, les trois essentiels. Ouais. Éric Antoine, côté scolaire, vous vous sentez souvent décalé, vous vous ennuyez à l'école. En CP, l'instituteur écrit comme appréciation « bon élève, mais pas scolaire ». À l'âge de 10 ans, pendant que certains lisent Tintin, vous tombez sur le complexe du homard de Françoise Dolto qui traîne sur le bureau de votre maman psychothérapeute et vous vous plongez dedans, ça vous passionne. Ça raconte quoi le complexe du homard? C'est en fait toute l'adolescence. C'est la notion de le changement de carapace. C'est le moment où tu changes de taille, de corps, de tout ça. Donc c'est vachement intéressant. Et c'est vrai que c'est un peu tôt pour le lire à 10 ans. Mais oui, il y avait un décalage. C'est marrant parce que mon fils aîné est HPI, a été diagnostiqué, a sauté une classe, a sans doute sauté une deuxième. Et c'était une époque, je pense que on ne comprenait pas du tout la différence, que ça soit les cancres ou que ça soit les HPI. Enfin, c'était vraiment une scolarité par le milieu où on ne comprenait pas les enfants singuliers. Et donc j'ai une scolarité très dure, vraiment. Ça a été très dur à l'école. Éric Antoine, l'hiver comme l'été, vous partez en vacances dans la vallée de Chamonix, fief de votre famille maternelle. Et comme vous ne faites rien comme les autres, quand tout le monde fait du ski, vous choisissez un sport qui se pratique peu à l'époque sur les pistes, le surf des neiges, le snowboard. Ouais, mais j'en ai pas fait
temps. Mon grand-père était chasseur alpin, ma mère était championne de ski, elle était dans l'équipe olympique italienne, c'était des grands skieurs, et donc j'essayais de les suivre tant bien que mal, quoi. C'était pas facile. À l'adolescence, vous déménagez à Paris, et là vous découvrez un magasin, pas n'importe quel magasin, Mayette, dans le 5e, la plus ancienne boutique de magie du monde, la caverne d'Ali Baba pour tous les magiciens, et évidemment, très vite, ça devient votre repère. Oui, ça et une autre boutique qui s'appelait Paris Magique, et c'est vrai que c'est deux lieux où j'ai passé beaucoup de temps adolescent à regarder, à essayer à économiser du pognon pour acheter un nouveau bouquin, un nouveau tour. Ouais, c'était un refuge de l'imagination. Ouais. Vous prenez aussi des cours de magie que vous répétez pendant des heures. Et même si ça vous passionne, Éric-Antoine, vous n'imaginez pas faire de la magie votre métier. Après le bac, vous entrez en fac de médecine, plutôt pour faire plaisir à vos parents. Vous suivez des cours de théâtre en parallèle. Ça vous épanouit plus que les cours de médecine où vous tapez la tête contre le mur quand vous perdez des cours. Au sens propre. Ouais, bah tu sais, c'est les angoisses d'étudiants. Tu penses que la vie, c'est de tout savoir par cœur. Enfin, j'ai mis tellement d'années à désapprendre ce que l'école m'a appris. C'est vraiment le métier d'artiste, c'est vraiment autre chose, que c'est une autre manière de regarder le monde, c'est finalement aller vers soi, et on nous apprend tous depuis l'enfance à aller dans la moyenne, mais le parcours d'un être humain épanoui, il n'est pas là. Vous connaissez la différence entre un polytechnicien et un élève de médecine ? Allez-y. On dit au polytechnicien, il faut que tu apprennes le dictionnaire. Le polytechnicien, il dit, pourquoi faire ? Et on demande à l'élève de médecine, il faut que tu apprennes le dictionnaire. Il dit, c'est pour quand ? Ouais, voilà. C'est exactement ça. Vous étudiez finalement la psychologie tout en continuant le théâtre, et puis vous commencez à travailler dans l'événementiel, vous vous retrouvez à faire des animations dans les supermarchés, vous faites apparaître des saucissons pour promouvoir une célèbre marque, vous vendez des yaourts, mais aussi du papier hygiénique. Oui, c'est vrai. Ah non, mais j'ai fait des trucs de dingue. J'ai fait la lessive extra avec ces boules rouges, principe actif qui font disparaître les taches. J'étais en tête de gondole, hein, comme on dit, et je faisais des petits tours de magie pour vendre des produits de Caprice des dieux aux couches Téna, les couches de gériatrie, où je faisais disparaître l'eau pour montrer à quel point les courses étaient absorbantes, la bouffe pour chat Purina. Ah oui, j'ai fait des galas, comme tout le monde, hein, j'ai bouffé. Bien sûr, il fallait bouffer, quoi. Voilà. Un jour, on vous demande de clôturer une conférence avec un spectacle sur le thème de l'illusion en présence d'un grand psychiatre et d'un philosophe. Vous écrivez un numéro qui deviendra la matière première de votre tout premier spectacle, réalité ou illusion. Absolument. J'y étais un peu le trublion, c'est-à-dire il y avait Comte Sponville et un neurochirurgien, et c'était l'époque de la tomographie où on commençait à faire la topographie du cerveau, disant chaque zone est spécifique, certaines vont être les visions religieuses, d'autres l'humour, etc. Et puis, ils m'ont demandé, du point de vue de l'illusionniste, de parler justement de la perception du monde. Et j'avais écrit un premier truc, c'est la première fois que je me suis fait marrer, et je me suis dit, tiens, là, il y a un spectacle. Il y a un truc. Ouais. Votre passage dans la première saison de l'émission Incroyable Talent vous révèle au grand public. Vous jouez alors au théâtre Trévis à Paris, et le lendemain de votre passage à la télévision, le spectacle affiche complet. 2 ans plus tard, vous rentrez dans le Salon des Français le dimanche aux côtés de Michel Drucker sur le canapé rouge de Vivement Dimanche. Ouais. Votre créneau d'humour illusionniste, à la fois comédien et magicien, ébouriffant d'énergie, séduit les enfants de 7 à 77 ans. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci. Beau portrait. Il y a une grande part d'enfance. C'est votre petit ours qu'on voit dans le spectacle ou pas ? C'est votre vrai petit ours ? C'est une image de mon ours. C'est un symbole. Non, j'ai malheureusement plus mon ours d'enfance, mais ouais, il est là quand même. Et vous n'êtes pas parti avec la nurse à l'âge de 8 ans. Non, mais j'ai eu quelques aventures amoureuses comme ça. C'est vrai que ma babysitter, j'en étais fou amoureux. Une amie de ma mère aussi quand j'étais adolescent. Oui, c'est marrant. Je s'est décalé comme ça. On marque une pause. On va mettre un divan. Vous allez tout nous raconter. Vous allez vous allonger, Éric-Antoine, et ça ira beaucoup mieux en fin de séance. Culture Média continue. Laurent Mariotte arrive, mais pas tout de suite. Culture Média, ça avance. En compagnie d'Éric-Antoine, il est magicien, il est animateur télé. Il donne son nouveau spectacle qui s'appelle Grandis un peu. C'est au Folies Bergère jusqu'au 16 janvier. Et puis en tournée, vous racontiez les tours à Lisa Marie Marquez. J'avais jamais vu ça. Quelqu'un qui raconte direct le tour des allumettes. Et alors, vous donnez pas vos tours dans le spectacle que j'ai vu, mais vous nous apprenez une technique que je ne connaissais pas. En tout cas, je l'avais jamais entendu expliciter à ce point de précision. Le détournement d'attention, le signal fort, le signal faible, mouvement rapide, mouvement lent. Expliquez. En fait, le prestidigitateur, déjà, c'est une arnaque parce que prestidigite, ça vient de presto, rapide, et digite doigt, la rapidité des doigts. Et en réalité,
tous les mouvements qu'on cache sont souvent des mouvements extrêmement lents. C'est-à-dire que nous, on sait c'est dingue. Pardon, je vous interromps. Ouais. C'est la première fois que j'entends ça. J'avais toujours pensé l'inverse. Eh oui, parce que je c'est la pensais que vous première étiez arnaque. comme des pianistes qui jouaient le plus vite possible, Alors, comme des virtuoses. C'est vrai dans le sens où ce qu'on montre avoir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dissocie souvent un mouvement rapide d'un mouvement lent. On sait qu'un grand mouvement, un mouvement rapide, cache un mouvement lent et un mouvement petit. Et c'est la base, même, je vais vous dire, de notre perception du monde. Les politiques savent très bien faire des grands mouvements pour cacher des mouvements plus lents, savent très bien faire des mouvements rapides pour cacher des tout petits mouvements. C'est vraiment notre perception, on ne fonctionne que par signaux forts. Et le problème, c'est que les signaux les plus forts sont pas les signaux les plus intéressants. La peur est le plus fort de tous les signaux. Et donc, ça nous empêche de voir le reste du monde. Comme la peur nous pollue intérieurement, on ne voit pas finalement l'amour, on ne voit pas la gentillesse, on ne voit pas la générosité, et ça détourne notre vision du monde, en fait. Ouais, voilà. En même temps, c'est normal, puisque la peur, c'est une condition de notre survie, alors qu'on peut vivre sans amitié, sans amour. Mais si on n'a pas peur d'une bête sauvage, elle vous mange et vous êtes plus là le lendemain pour épiloguer. Alors, c'est tout à fait vrai, sauf qu'on n'est plus à la préhistoire et qu'il y a de moins en moins de bêtes sauvages qui vont te sauter dessus quand tu sors dans la rue. Alors, et toute la question est là, c'est que notre cerveau, lui, est toujours à la préhistoire. Exactement. Et c'est comment on conjugue les deux. Et donc, c'est tous nos instincts les plus grégaires qui sont malheureusement à la direction du monde, et c'est pas une bonne idée. Je ne déborde pas du tout auditeur, auditrice du sujet, parce qu'il y a un tour dans lequel vous mettez en scène 5 candidats à une élection, donc en fait, en quelque sorte, vous parlez de politique. Oui. Non seulement, Éric Antoine, vous prédisez le vainqueur, mais vous prédisez le score. Également, vous prédisez le pourcentage d'abstentionnistes. Là, je ne vais pas vous demander votre tour, c'est absolument somptueux. Et pendant que le public applaudit, vous dites, évidemment, tout ça, c'est du théâtre, il y a une escroquerie, pas comme dans la vraie vie. Évidemment, c'est une antiphrase. Vous pensez vraiment que les élections sont truquées, qu'il y a une escroquerie? Non, là, je suis sérieux. Non, vraiment, non. Je voudrais surtout pas faire de démagogie et de conspirationnisme de base. C'est-à-dire que il y a de la manipulation. Et quand Emmanuel Macron dit j'emmerde les non-vaccinés, c'est un message de manipulation politique. C'est de la com, c'est pas de la... Oui, mais la com, c'est de la manipulation. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, la com, c'est de la manipulation. C'est-à-dire que on voit quand même un homme qui, en général, sait se tenir, qui a un propos, qui a une éthique, et puis finalement, dans la quête du pouvoir, on s'en fout complètement de l'éthique. C'est-à-dire, il y a quand même une posture que je trouve une posture présidentielle qui est une posture de respect, de rassemblement. Et là, dans des moments comme ça, c'est c'est le Parisien, donc c'est de l'écrit, c'est de la relecture, et les choses restent là-dedans. Donc, bon. Je vais me faire l'avocat d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas mon rôle, mais là, c'est pas la quête du pouvoir, c'est la quête de la vaccination pour le bien commun de tous et la santé générale de la population. Je suis pas sûr que ça convainque les gens d'être vaccinés. Je pense que la violence ne convainc pas. Je pense que c'est ce qui convainc. Je vois par exemple Glucksmann ou des gens comme ça qui parlent tous les jours en étant posés, en expliquant, en étant pédagogue, en essayant d'éviter toutes les conspirations. Les gens et je trouve que c'est une méthode qui s'adresse à l'intelligence des gens et qui tire le meilleur. Voilà. Ce passage où vous faites vous devinez le score des élections, c'était aussi coécrit avec Jérémy Ferrari. Oui, absolument. On reconnaît sa patte là. Oui, absolument. Ouais. Parce que lui, il a un humour cynique, Jérémy. Lui, il est beaucoup plus dans une notion de conspiration. Moi, je pense que les gens sont trop cons pour être conspirationnistes, pour créer des grandes conspirations. Je pense que il y a de la bêtise et de l'intelligence chez chacun à la même proportion. Donc, je pense pas qu'il y a des gens qui se regroupent par milliardaires et qui disent tiens, on va niquer tout le monde. Je pense qu'ils font d'aussi belles bêtises que nous tous. Voilà. Le spectacle qui s'appelle Grandis un peu est très centré sur l'enfance. Vous dites quelque chose que je n'avais jamais entendu dans un spectacle. Vous adressez à votre public et vous dites mesdames, messieurs et les enfants. Oui. Pourquoi ? Parce que déjà, les enfants sont des personnes à part entière avec une pensée différente. Et on dit mesdames, messieurs, on dit jamais les enfants. Il y a des enfants dans la salle, je m'adresse aux enfants à égalité avec les dames et les messieurs. Voilà, tout simplement. Et ils sont réellement différents quand on travaille avec eux Oui. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change d'avoir comme témoin sur scène un enfant ou un adulte ? L'enfant te dit ce qui lui passe par la tête immédiatement. Il voit le tour, il voit que la pièce, elle est plus en main gauche, elle est en main droite. Il dit pas, oh, elle a disparu, il dit, elle est en main droite. Et il te le dit tout de suite. Ça vous est déjà arrivé ? Oui, évidemment. Et donc, c'est génial parce que... Ah merde, pardon. Et c'est un accident. Je voulais pas dire merde, mais pourquoi c'est génial ? C'est horrible. Parce que l'accident
c'est un cadeau. Dès qu'il se passe quelque chose qui est issu de la vérité, de la sincérité du moment, les gens sont 1000 fois plus avec toi. Si tu te prends les pieds dans le tapis, tu deviens un être humain beaucoup plus proche. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'émotion, c'est l'accident, c'est justement cette spontanéité de l'enfance. Oui, mais à un moment, il faut réussir les tours. On pouvait pas être Garcimore toute votre vie. Absolument, mais c'est ce que j'aimais chez Garcimore, c'est justement... Je raconte pour les plus jeunes, c'était un magicien dans les années 70 en noir et blanc avec Denis Fabre, il faisait des tours mais ça ratait plein de fois. Et on savait pas s'il organisait le ratage ou si lui-même était un peu bancal. Un peu des deux. Mais et ce qui est génial, ce que je voulais être par rapport à Garcimore, c'est lui était le magicien comique et moi je voulais être l'humoriste magicien, c'est-à-dire faire rire et en même temps réussir du spectaculaire. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Vous avez une nouvelle manière de travailler, moi j'ai encore jamais vu ça. Il y a un tour extraordinaire avec des cartes. Je ne vous dis que ça, c'est complètement dingue. Il y a des cartes qui se retrouvent, je peux pas dire où, parce que même ça, qu'elle se retrouve là, on s'y attend absolument pas. Il y a une petite fille sur scène et à la fin vous lui dites: j'ai un cadeau pour toi, une boîte de magie Éric Antoine. Vous faites du placement produit, vous vendez des goodies à la fin. C'est ça qui me fait rire. Non, je vends pas de goodies à la fin, mais non, mais vous pouvez, vous allez à un concert de Van Halen, à la fin ils vous vendent des t-shirts. Absolument, mais je le fais. En fait, pour dire la vérité, je ne le fais pas, mais ça me fait tellement marrer parce que je trouve que c'est un acte justement anti-éthique et comme toujours je suis en train de m'engager, je trouve ça très rigolo de donner une boîte de jeu à un enfant, de lui dire c'est pour toi, puis lui dire non, finalement ça va te prendre de la place, donc je te l'envoie par la poste contre un chèque de 37 € de ton père. Et ça c'est ça qui me fait rire, et évidemment je lui donne à la fin. C'est pas vrai, à la fin vous lui redonnez, mais il n'y a pas de placement de produit. Non, il y en a par définition, mais disons que c'est tout ce double jeu avec la réalité, c'est-à-dire je suis sympa mais quand même je suis mercantile, je suis une saloperie et en même temps j'ai bon fond, et c'est ça qui me fait rire, c'est de savoir, les gens ne savent pas où je suis. Vous cassez le politiquement correct, j'ai complètement oublié d'en parler, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu sur scène un nain avec des blagues sur sa taille. Oui, c'est vrai, mais parce qu'on ne peut plus rire de rien, donc par exemple pendant des années je me suis battu pour la position de la femme dans la magie qui était quand même en rôle de potiche, et là donc si tu n'es pas noir tu peux pas rire des noirs, si tu n'es pas arabe tu peux pas rire des arabes, si tu n'es pas catho tu peux pas rire des cathos, etc. Et là je me dis mais qu'est-ce qui reste quoi. Et au nain vous dites j'ai tellement envie de te lancer, et on se dit il va quand même pas le lancer. Mais non. Oui, absolument. Mais oui, c'est le fantasme du nain, c'est les fameuses épopées de Tolkien où tu vois le lancer de nain. Voilà. Et d'un mot, tout se passe bien entre lui et vous. Très bien, mais c'est mon pote. Et à la fin, Éric Antoine, je dois le dire, fait monter sur scène toute l'équipe et on voit que sans équipe, on peut pas faire de magie. C'est un peu comme la radio. Ouais, absolument. Et comme la cuisine, on va parler de gastronomie. Laurent Mariotte arrive, Culture Média continue. Éric Antoine est dans la place. À tout de suite. En compagnie d'Éric Antoine, grandit un peu, c'est ce qu'on dit aux petits. On a dit qu'il fallait une équipe quand on faisait de la magie. Il faut une équipe quand on fait de la radio. Et dans l'équipe, il y a Laurent Mariotte. Bonjour. Bonjour Philippe. Et il faut bonjour Éric. Et il faut aussi une équipe en cuisine. Absolument, oui. Hier, c'était le 6 janvier, le jour des rois. Et vous aimez mettre en avant les produits de saison. Et donc, justement, produit de saison, la galette. La galette, exactement. Bah oui, hier, c'était l'épiphanie, vous venez de le dire. On n'a pas attendu l'épiphanie pour manger une part de galette. On en mange le premier dimanche du mois en janvier en France. C'est vraiment la tradition. On va en continuer à en croquer par tous les bouts tout le mois de janvier. Est-ce que vous avez déjà croqué votre première part de galette, Éric ? Oui, une fois. Elle était pas ouf. Elle était pas ouf. Et moi, obligé. En plus, c'est l'anniversaire de ma fille le 6 janvier. Castille, que je salue. Comme mon fils qui est né le 6 janvier. Voilà, donc de toute façon, on est obligé. Voilà. Donc vous avez fait l'amour le même jour, en fait. C'est ça le truc. Vous êtes frère de lit, vous ne le saviez pas. Donc voilà, ça c'est. Du coup, il sait plus ce qu'il doit dire. Vous l'avez complètement. Non, j'attends votre lance. Ah oui. C'est vraiment un travail d'équipe, la radio. On se plante le même jour. Donc, on connaît tous la galette à la frangipane. Voilà. Vous m'avez fait un teaser de fou parce que vous m'avez dit je vais faire disparaître la frangipane. J'ai dit non, mais quand même expliquer. On rappelle ce qu'est la frangipane, qui pour le commun des mortels est la galette classique aujourd'hui. La frangipane, c'est un mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. Eh bien non, la galette originelle, vous l'avez devant vous. Je viens de vous l'apporter et j'ai fait un tour de magie, effectivement, comme Éric. J'ai remplacé la frangipane. Enfin, je l'ai fait disparaître plus précisément. Et je vais vous demander de goûter et de me dire ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette galette, qui est la galette originelle. C'est celle qui existait avant la frangipane. Donc les auditeurs qui connaissent l'histoire. Ben c'est ça, exactement. Deux disques de pâte feuilletée avec un beurre de grande qualité qui sont assemblés. On a vraiment l'impression qu'il y a une garniture à l'intérieur. C'est la galette de la maison Poilane. C'est Apollonia Poilane qui perpétue cette tradition de la galette originelle
qu'on dégustait comme ça au Moyen-Âge. C'est à la Renaissance qu'on a mis de la frangipane à l'intérieur, enfin de la crème d'amande au départ et de la frangipane ensuite, elle est arrivée plus tardivement. Et ça, c'est une galette sèche qu'il faut manger tiède. Elle est peut-être froide, la vôtre? Elle est froide, on a envie de la voir avec un petit peu de cidre. Ouais. De frangipane. Je sais pas comment dire. C'est ça. Moi, j'ai envie de la même. Oh, j'ai la fête! Non. Je suis le roi! Je suis le roi, vous me devez obéissance. Prosternez-vous. Ces gens s'en foutent. Alors, il y en a d'autres en France. Hein. Il y a par exemple la boulangerie-pâtisserie Vandermerch à Paris, dans le 12e arrondissement, qui fait cette galette sèche. À Provins, en Seine-et-Marne, il y a la boulangerie Le Ruban Rouge. Et puis à Blois, dans le Loir-et-Cher, il y a le couple Corinne et Olivier Lamargot, que je salue, à la boulangerie Lamargot, qui font cette galette sèche. 2 disques de pâte feuilletée, mais attention, là, faut pas lésiner sur la qualité des ingrédients qui font la pâte feuilletée. Une belle farine de blé, vraiment à la meule de pierre. Et puis un bon beurre, un beurre extra frais. Vous nous voyez sur Europe 1 Préfère, c'est conceptuel la couronne. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est quoi? C'est ça, on dirait un chapeau de Coco Chanel en 1930. Oui, c'est vrai, exactement. Ça ressemble à ça. Oui, c'est une couronne en tortillon. Mais quand même, la frangipane, c'est la plus vendue parmi les galettes. Oui, vous avez raison. 90%. Oui, parce que, pour dire la vérité, c'est bien meilleur. J'osais pas le dire. Mais... 90. Oui, mais celle-ci, elle permet d'en manger plus régulièrement. Oui, c'est beaucoup moins sucré. C'est beaucoup moins bourratif. Et oui, parce que c'est très, très, très calorique, la frangipane. Mais c'est vrai, vous avez raison. 90% des croqueurs de galettes l'achètent à la frangipane. Chez les boulangers, d'ailleurs, plutôt que dans les supermarchés. Donc, continuons à faire travailler nos boulangers de quartier à condition qu'ils fassent des vraies galettes artisanales et pas des petits malins qui les achètent surgelés industriels et qui les décongèlent et qui les réchauffent, parce que ça existe aussi. Alors c'est vrai qu'en temps de Covid, c'est un peu plus compliqué de fêter la galette, mais on peut toujours la fêter en petit comité avec la frangipane. Et alors si on n'aime pas la frangipane, on peut quand même tirer les rois? Bien sûr, il y a l'option sudiste. Quand je le regarde avec sa couronne, je le regarde, je m'ajuste de tronche. Mais c'est un look, c'est le look 2022 d'Éric Antoine. Il pourra venir sur scène peut-être comme ça. Oui, il y a l'option sudiste avec la brioche des rois aux fruits confits, telle qu'on la déguste au sud de la Loire. Oui, bon. Okay. Et puis il y a des galettes chocolatines, quoi. Voilà, exactement. C'est la même famille. Il y a des galettes innovantes aussi. Je pense au pâtissier Laurent Le Daniel, qui est meilleur ouvrier de France à Rennes, qui fait une frangipane à la mandarine avec des morceaux d'écorce de mandarine confite. Ça apporte un petit peu d'amertume et ça vient casser le gras de la frangipane. Il la vend 24 €, donc ça reste accessible effectivement. Et il y en a une qui nous emporte loin, qu'on va vous apporter à l'instant. C'est une galette levantine. C'est la galette levantine de la maison Alep à Paris. C'est Myriam Sabet qui fait ça. Ça a l'air beau ça. C'est une pâtissière d'origine syrienne. Elle a monté la maison Alep à Paris il y a 5 ans. Il y a de la noisette ou pas? Non, il y a du sésame. Il y a du sésame. Effectivement, c'est le sésame dans tous ses états. Il y a de l'alva, vous savez, cette confiserie arabe à base de farine, de miel et d'huile de sésame. C'est plus riche. Ouais. Mais ça c'est bon. C'est presque un tout petit peu salé. Oui, il y a 3 plaquettes de beurre dedans, mais c'est très très bon. Et pas que, il y a aussi du tahini. Vous savez ce que c'est que le tahini? Non, qu'est-ce que c'est? C'est cette purée de graines de sésame broyées. Ah mais oui. Voilà, c'est ça qu'on sent. Qui est très crémeux effectivement. Donc c'est une galette sésame, ça coûte 28 €. Wow. Maison Alep, et c'est vrai que c'est gourmand. Mais moi je trouve ça intéressant de profiter de ce mois de janvier pour déguster plusieurs galettes. Celle de la maison Poilane qui est effectivement originelle, traditionnelle et sèche, qu'il faut déguster quand même tiède, pas froide. Et puis celle de la maison Alep, et puis on parlait des autres effectivement boulangers-pâtissiers partout en France. Et puis vous avez la fève aussi. C'est bien organisé parce que j'ai la fève. Vous êtes le patron. C'est vous le patron. Donc c'est normal. C'est toi ma reine ou c'est toi mon roi? Non mais regarde, moi j'ai une vraie couronne, on va faire 2 rois. Ah bah oui, là, non, il y a un autre délire. On va faire un hommage bicéphale. Là, tu es un peu plus légende arthurienne, alors que moi, je suis plus en décadence de l'Empire romain. Coco Chanel, c'est bien vu. Moi, c'est décadence de l'Empire romain. On peut en faire à la maison aussi des galettes, faut en profiter. Bien sûr. Je vous propose de remplacer la frangipane par une crème de noix, des noix que vous allez passer au robot avec un petit peu de beurre, des œufs et du sucre. Vous avez comme une frangipane, comme une crème d'amande, mais c'est une crème de noix. Vous mettez ça entre 2 disques de pâte feuilletée bio aux céréales complètes que vous pouvez acheter facilement dans le commerce. Le petit truc, c'est que quand vous avez garni votre galette, vous la retournez, vous la laissez une demi-heure au frigo, vous la dorez, vous la relaissez une demi-heure au frigo et seulement après ce temps-là, vous la mettez au four, 45 minutes ou 40 minutes, ça dépend de la taille, à 180 degrés. Et là, vous aurez une galette qui sera bien dodue, bien gonflée, et ce ne sera pas une galette des rois, ce sera une galette des noix. Voilà, une belle crème de noix. Et j'aime bien ce double sens, vous l'adorez. Oui, moi aussi.
Demain, à la table des bons vivants. Eh bien, nous serons en direct et il y aura de la galette, toujours, effectivement. On va parler de l'avenir des restaurants avec ma bande. Il y aura Yves Candebord, Ophélie Neyman qui va nous parler vin. Et on recevra à ce propos Daniel Picouli, qui est amoureux du vin et qui viendra nous parler de son dernier roman, Les larmes du vin. Et on vous passera un document exceptionnel autour du vin. Quelque chose d'incroyable en plein mois de Dry January, mais j'en dis pas plus. Ce sera demain à 11h à la table des bons vivants. Olivier Poulsagent. C'est le contraire de ça, vous verrez. Moi, je suis sur Veganuary. On essaye le mois vegan. Voilà. Je salue Olivier Pouls et je signale le numéro 2 de votre magazine, Laurent. Oui, c'est gentil. Les petits plats de Laurent Mariotte avec 60 recettes faciles pour bien commencer l'année. Le menu tout bon, tout chaud. On vous voit avec des carottes, des pot-au-feu et des galettes. Et il y a des galettes. Ça fait bien plaisir. Il y a quoi dans le magazine ? Il y a un dossier spécial soupe, il y a un dossier spécial la soupe, il y a un dossier spécial galette et pot-au-feu. Je suis allé à Lyon rencontrer des artisans du goût à Lyon, du boucher au tripier en passant par les maraîchers. Ouais. Avec en plus dans le genre galette une interview de Joey Star. Humour, double sens, jeu de mots. On prend une pause des noix et on revient pour la dernière ligne droite de Culture Média avec Éric Antoine. Merci Laurent Mariotte. À la vôtre. En compagnie d'Éric Antoine, je rappelle ce nouveau spectacle grandit un peu aux Folies Bergères et retire sa couronne. C'est jusqu'au 16 janvier, puis en tournée, il y aura une tournée. Oui, évidemment, juste après Paris, début février, on commence par Niort, on enchaîne en Belgique, Bruxelles, Liège, puis on retourne à Lille, puis ensuite c'est Voiron, c'est Annecy, ça commence tout de suite. C'est une grosse installation, c'est un gros barnum de se déplacer parce qu'il y a du matos, il y a des écrans, j'ai pas tout raconté. Oui. J'ai pas raconté la fin du spectacle, mais il y a des hologrammes. C'est pas une chaise. On est une quinzaine, il faut une quinzaine de personnes en plus pour nous accueillir. Donc il faut 30 personnes pour monter le show. Il y a des semi-remorques. Oui, c'est une petite régie, oui. Ça a changé quelque chose, le Covid ? Comment vous faites pour l'équipe ? Disons que le budget com du Covid est quand même en train d'exploser tous les budgets com de tous les spectacles au monde. Donc c'est très dur. Oui, il y a des règles de port de masque, de désinfection, de vaccins obligatoires pour tout le monde, évidemment. On se protège les uns les autres et malgré tout, on a des cas Covid dans la troupe et on a dû changer des numéros parfois, réécrire en dernière minute. C'est très très complexe. Et puis c'est complexe aussi pour l'accueil du public, pour que tout le monde soit en sécurité, que tout le monde passe un bon moment, quoi. Je me souviens de La France, un incroyable talent, il y a 2 saisons. Tout s'est arrêté à cause de vous. Vous aviez dit, j'ai eu le Covid le plus cher de France. Bah oui, les boules. Quand t'as 150 personnes qui sont sur un plateau, plus une centaine de candidats, que ça a coûté des centaines de milliers d'euros de faire venir tout le monde et que les gens s'arrêtent parce que tu ne peux pas travailler, c'est vraiment les boules. Alors après, j'en ai ri, évidemment, parce qu'on peut faire que ça, que accepter et rire du malheur, mais c'est vrai que c'est vraiment très dur pour le boulot. Et puis là, on le voit, ils ont réduit les temps de confinement des uns et des autres pour que les sociétés puissent continuer quand même à travailler. Évidemment. Lego Master, vous êtes content ? Très, très. Je dois dire quelque chose, c'est assez rare pour te signaler. Quand vous avez appris que Lego Master arrivait en France, vous avez appelé M6. Oui, je leur ai dit, j'ai appelé tout le banc, l'arrière-banc, j'ai dit cette émission, je veux la présenter, c'est tellement génial. Et puis j'ai eu le nez fin finalement parce que ça a vraiment plu au public, les gens se réunissent autour de ça, et quelque chose d'intergénérationnel, et quelque chose aussi, c'est ce que je raconte souvent, je dis le jeu quand même que tu fais avec tes enfants, t'apprends quand même, par exemple le jeu au Monopoly, où tu ruines un de tes enfants pour utiliser son pognon pour ruiner l'autre. Alors que finalement le jeu de briques, c'est un truc de création, de narration ensemble, c'est pas mal. Vous avez raison, et vous avez tort, plutôt parce qu'on voit bien votre inconscient, parce que ce qui vous excite le plus dans le Lego Master, ce que j'ai vu, c'est quand vous ruinez tout. C'est quand tout se pète. C'est ce que vous préférez. Oui, mais c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que c'est détruire pour reconstruire. On ne peut pas construire quelque chose sans avoir fait table rase du passé. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est de se réinventer sur les ruines. Quoi de nouveau ? Alors donc la saison 1 a très bien marché, au point qu'il y a une saison 2. Ouais. Et quoi de nouveau pour la saison 2 pour qui ne l'a pas vue ? Alors, de nouvelles épreuves, tout le temps. Par exemple, ils construisent en suspension, il y a une brique qui est suspendue, il faut construire ou des épreuves à l'envers, où ils construisent au-dessus et sous la table, des épreuves de tremblement de terre. J'ai vu le tremblement de terre, c'est génial. Le tremblement de terre, c'est cool. Il s'agit de faire le truc, même si c'est moche, mais le plus costaud pour qu'il puisse résister à un tremblement de terre. Exactement, donc sur l'échelle de Richter, on va de 1 à 10, et on voit quel immeuble de plus d'1,20 m résiste au tremblement le plus costaud. Même si vous ne pouvez pas regarder, vous entendez, il y a un gars qui hurle, c'est Éric Antoine, au moment où l'immeuble se fracasse. Mais c'est là où je vois que je suis vraiment un gamin, parce que c'est le plaisir de la création, de la construction et de la destruction. Il y a vraiment un plaisir dans chaque pulsion. Après ça, le prochain projet, vous savez déjà ou pas du tout ? Je suis en train de travailler sur une émission écologique sur Sisplay pour le moment, en espérant la passer un jour sur les plus grandes chaînes, parce que l'écologie, le problème, c'est que c'est souvent assez
rébarbatif et culpabilisant. Et Ne j'aimerais. faites pas ça. Et comment on fait pour rendre ce sujet drôle, sympathique, humain, Et de neuf, partage parce qu'aussi et tout le monde l'a neuf fait. aussi, Moi, j'en voilà. peux plus de voir la brique dans la chasse d'eau, j'en peux plus. Oui, pareil. Et prenez des douches plutôt que des bains, c'est non, bon. mais c'est insupportable. Non, Donc, mais c'est donc- et avec raison de oui, l'avoir dit. c'est mais- raison, mais sauf que c'est une raison. En fait, en réalité, m'intéressant au sujet depuis quelques années, je me rends compte que les vrais actes les plus écologiques, les plus impactants pour la planète, sont pas du tout là. Ils sont pas à la maison. C'est la nourriture, par exemple, l'élevage, c'est une aberration. Mais voilà. Donc. Je vous interromps parce qu'il est 10h55 et c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Chaque jour, des stars viennent voir notre invité. Et ce matin, Eric-Antoine, c'est Patrick Sébastien, je crains le pire, qui veut vous montrer quelque chose. T'inquiète, Eric, c'est pas ma bite que je vais te montrer. Oh mon Dieu. Allez, bim. Ah, c'est génial. Non, c'est pour te montrer mon nouveau concept télé. Et au fait, bonne année à tous, hein. J'oublie toutes les bonnes manières, putain. Moi, avec ma femme, au 31, on l'a fait dans le traditionnel et à minuit, on s'est embrassé sous le gui. Ouais, Guy, c'était le mec qui était au-dessus de nous avec les roustons à l'air dans le club échangiste. La classe. C'était plus Noël, mais il y avait encore les boules. Donc, moi, Eric, La classe. je suis venu te montrer ma nouvelle émission pour repérer les étoiles de demain et ça s'appelle L'Europe 1 a un incroyable talent. Et un petit indice, c'est pas Philippe Vandel. Allez, tout de suite. On accueille notre premier candidat, c'est Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, bonjour. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je suis venu vous présenter mon nouveau tour de magie. Regardez, monsieur Antoine. Abracadabra, je fais apparaître un passe vaccinal de derrière votre oreille. Et hop, je fais disparaître pour les non-vaccinés les restos, les bars, les théâtres, les cinés, les musées et les voyages. Bon alors, le prochain candidat, il maîtrise un art poétique que j'adore puisqu'il est pétomane. C'est super. Veuillez accueillir Jean Castex. Bonjour. Il va falloir bientôt faire une 4e dose, mettre des masques sur vos oreilles et éternuer dans votre genou pour ne pas contracter le virus. Vous voyez, c'est un super pétomane. Chaque fois qu'il dit un truc, c'est de la merde. J'adore. Allez, on passe à la dernière candidate. Je sais pas si elle est magicienne, mais c'est une belle personne. Il n'y a rien de faux chez elle. C'est Manabila. Ouais, allô, Eric, j'essaie comme toi de devenir vegan. J'ai déjà échangé toutes mes fourrures contre des vestes en cuir. Mais un soir, j'avoue, j'avais trop envie de viande. J'ai pris un couteau de boucher et je l'ai planté dans le premier steak venu. Bon, c'était Thomas, mon cum, ok. Mais je fais quand même des efforts pour devenir vegan, ok. J'ai 2 pastèques à la place des 1. Mais donne-moi tes trucs, Eric, ok. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour Thomas. Et ben voilà, c'est la fin de l'Europe 1 un incroyable talent. Et si vous aimez la qualité et que vous voulez aller voir Le Monde a un incroyable talent, et ben faut aller voir le nouveau spectacle d'Eric Antoine, putain. C'est génial. Salut Eric. Merci beaucoup. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure publicité pour mon spectacle. Je sais pas. Merci beaucoup en tout cas, Marc-Antoine Lebray. Merci Eric-Antoine d'avoir été avec nous. Merci. Bon week-end à vous. Nous on va se Merci, retrouver Philippe. lundi à 9h pour Culture Média. On va parler d'une nouvelle émission immobilière absolument extraordinaire. Vous voulez connaître le principe? Oui. Tu es chez toi, Ouais. tu regardes l'émission, Ouais. un appartement te plaît, tu peux l'acheter tout de suite avec ta carte bleue. Mais non. On sera avec les animateurs Bruno Wetzmann et Sophie Valton. Et puis l'humoriste Fabrice Eboué. C'est son 4e one-man show au titre oxymorien. Ça s'appelle Adieu hier. Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez pour Bien fait pour vous. Bonjour, le programme du jour. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui au programme, on va parler d'amour et plus particulièrement de couple. Comment réussir justement sa vie de couple et améliorer notre relation avec notre moitié. Et le lien avec le sujet santé, il est pas très loin parce que quand ça va bien dans le couple, parfois il y a des bébés. Alors justement, on va parler du périnée des femmes enceintes et des jeunes mamans. Comment le préparer ce périnée, comment le soulager et même le réparer. On fera le point avec une sage-femme, Soya Mohamed, dans un instant. On vous écoute. Merci beaucoup. Bon périnée, bon week-end, joyeux couple. Merci Eric-Antoine. À lundi. Merci, Philippe. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.